Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Comme tous les jeudis, ou presque, il y a eu des exceptions les 2 derniers jeudis. On va parler international ce soir dans Prenez la parole sur Sud Radio de 19h à 20h. Les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de la totalité de la ville de Douma, dernier bastion que tenaient les rebelles islamistes de Jaïch al-Islam dans la région de la Ghouta orientale, et ce, alors que les tensions entre les Occidentaux d'un côté, la Russie, la Syrie et l'Iran de l'autre, sont au plus haut. On parle en effet, depuis les accusations d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad contre les djihadistes, de frappes occidentales, Donald Trump tweetant même hier, je cite, « La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie, que la Russie se retienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela. » La France est alignée sur la position de Washington et pourrait, elle aussi, participer à des frappes contre le régime syrien. Pourtant, le ton du président américain a rapidement baissé puisque 50 minutes après ce premier tweet, il tweetait je cite, « Notre relation avec la Russie est pire maintenant qu'elle ne l'a jamais été, y compris pendant la guerre froide. Il n'y a pas de raison à cela. La Russie a besoin que nous l'aidions pour son économie, ce qui serait très facile à faire. Et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtez la course aux armements, point d'interrogation. Guerre froide. La formule a été lancée par le président américain. Syrie, nouvelle terre de guerre froide. C'est la question qu'on va se poser ce soir dans Prenez la parole sur Sud Radio. Il fallait prendre le temps d'aborder ce sujet, bien sûr, sur Sud Radio. Le temps, on va le prendre et on va surtout le donner à nos spécialistes du soir. On est en compagnie de Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est sorti chez Priva et c'est passionnant. On vous conseille de le lire. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On est également en compagnie de Georges Kuzmanovic, orateur national de la France Insoumise et surtout porte-parole défense et international, spécialiste de ces questions à la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On peut également dire, je pense qu'on n'en fait pas mystère, que vous avez été sur les terrains d'opération, également dans une autre vie. On peut le dire comme ça, Georges Kuzmanovic. On peut le dire comme ça, oui. On va le dire comme ça. Alors, Philippe David, c'est à vous. Une autre vie même. On a peut-être parfois plusieurs vies, c'est vrai. On va commencer avec vous, Jean-Éric Brana. Avec la chute de Douma dans la Ghouta orientale, est-ce la fin de la guerre en Syrie ou est-ce que ça va encore continuer ? Si j'avais la réponse, je pense que je gagnerais une promotion très vite parce que c'est effectivement la grosse inconnue pour tout le monde. Le danger, on l'a bien compris, c'est qu'on est à nouveau l'Irak ou l'Afghanistan dans ce pays-là. Et il faut pouvoir éviter tout ça. Alors, je vais prendre, moi, aujourd'hui, bien sûr, le point de vue de Donald Trump. C'est vraiment ce qu'il cherche à éviter. Il nous avait dit il y a une semaine qu'il voulait se retirer, qu'il voulait retirer les boys des terrains d'opération. Il y a environ 3000 soldats américains sur place. Et c'est vrai que cette attaque chimique est arrivée et change la donne, mais... l'ambition de Donald Trump, on l'a bien compris, ce n'est pas de faire la guerre dans le monde, bien au contraire, c'est d'essayer de calmer les choses pour pouvoir faire du business. Cet homme-là nous a expliqué qu'il n'y avait pas de salut hors du business, donc il veut vendre tout ce qu'il peut, estampillé Made in America, bien entendu. Donc pour lui, c'est effectivement un but en soi que la guerre s'arrête, pour répondre concrètement à votre question, mais aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées. Georges Kuzmanovic, est-ce que la chute de Douma dans la Ghouta orientale, c'est le début ou le début de la fin de la guerre en Syrie, à votre avis ? Nous ne le pensons pas. D'ailleurs, la Turquie a intervenu très récemment, depuis le 20 janvier, dans le nord de la Syrie. Contre les Kurdes ? Contre les Kurdes, qui sont aussi syriens. Et d'ailleurs, dans le bruit qui a suivi... la fin de la prise de la Ghouta et la menace de bombardement, ils ont lancé des attaques à partir de l'Est, à la frontière irakienne et syrienne. Donc au moins là, ça ne sera pas fini. Il reste le réduit djihadiste d'Idlib, qui n'a toujours pas été pris, et qui opère de plus en plus facilement maintenant qu'il n'a plus la pression qu'exerçaient les Kurdes des YPG sur eux. Donc non, ce n'est pas fini. Et puis les tensions internationales sont massives. Dans la région, Israël ne souhaite pas que l'Iran crée son arc chiite. Donc elle fait des frappes, comme ça s'est vu la semaine dernière. L'Arabie Saoudite ne souhaite pas non plus cet arc chiite, et donc est alliée avec les États-Unis et Israël. Il y a toutes les chances que la guerre, au contraire, continue. Et elle continue ailleurs aussi dans la zone, au Yémen. On en parle assez rarement. On va en parler ce soir. On va en parler ce soir. On vient de vous entendre, Georges Kuzmanovic, nous faire
un bilan condensé de ce qui est la situation sur place, ou au moins ce qu'on connaît de la situation sur place, c'est-à-dire, pour le résumer plus simplement, un véritable sac de nœuds. Est-ce que, Jean-Éric Brana, on a cette vision-là également aux États-Unis, ou est-ce que Donald Trump, au final, sait qu'il est tout bêtement dans un conflit plus ou moins direct avec Vladimir Poutine en Syrie ? Ah non, c'est un vrai sac de nœuds. Il n'y a pas que Vladimir Poutine et Donald Trump sur le terrain. Il y a 12 nations sur place, donc c'est effectivement très compliqué. Et c'est vrai que le portrait qui vient d'être dressé est assez juste et même très simple par rapport à la réalité du terrain, parce que c'est encore plus compliqué que ça. Effectivement, dans les enjeux internationaux... Oui, c'était bien résumé. C'était très bien résumé pour pouvoir faire peur suffisamment en n'ayant pas envie d'aller en chercher davantage, mais on va quand même aller creuser un petit peu plus, en particulier cette présence de l'Iran sur le terrain qui inquiète bien entendu les Américains, puisque on sait que Donald Trump a en ligne de mire l'Iran directement, que Israël également en ligne de mire l'Iran, comme vous l'avez très bien dit il y a 2 secondes, et que tout ça se complique puisque le 12 mai, Donald Trump doit prendre une grande décision vis-à-vis des Iraniens, et que les frappes qui vont avoir lieu très certainement, on va en parler aussi un petit peu plus tard, je présume, vont aussi servir d'annonce ou de bande-annonce, je ne sais pas trop comment le dire sans avoir l'air de réduire ou de me moquer, puisque ça n'a rien de drôle, bien sûr il s'agit d'une guerre, mais effectivement de montrer un petit peu les muscles pour impressionner sur place, parce que la décision que va prendre Donald Trump ne fait aucun doute aujourd'hui dans l'esprit de quiconque. Georgi Kuzmanovic, vous voulez rajouter quelque chose à ce que disait Jean-Éric Brana ? Oui, puis il y a un effet de politique intérieure des États-Unis, donc là je vais un peu sur votre terrain, mais où Donald Trump est mis à mal depuis très longtemps, depuis son élection, par des accointances supposées avec la Russie. Alors, qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas été élu par Poutine, parce que visiblement il n'a pas parié sur le bon cheval. Mais ça lui permet en montrant les gros bras, de montrer qu'il résiste. Qui lutte contre Poutine. Alors justement, Georgi Kuzmanovic, on va continuer avec vous. Il n'y avait jamais une preuve que ce soit les forces loyalistes syriennes qui avaient utilisé les armes chimiques en août 2013. Pensez-vous que ce sont elles qui ont utilisé des armes chimiques la semaine dernière, sachant que le régime syrien n'y avait aucun intérêt, la Ghouta étant sur le point de tomber ? Alors une première chose, pour que ce soit clair, ce qui se passe en Syrie pour les populations civiles, qu'elles meurent d'ailleurs d'un agent chimique ou d'un missile ou par balle, est tragique. Et je ne m'engagerai pas à déterminer qui a tiré ou pas tiré. Absolument. En 2013 ou plus récemment à Douma dans la Ghouta. Emmanuel Macron a indiqué aujourd'hui qu'il avait des preuves certaines que c'était le régime de Bachar el-Assad. Oui, et un jour, le général Colin Powell est intervenu à l'ONU avec une petite fiole en l'agitant, en disant qu'il y a des preuves absolues de la présence d'armes chimiques de destruction massive en Irak dans cette fiole. Et la dernière fois, la ligne rouge aurait dû être franchie. La Grande-Bretagne s'était engagée dans une guerre à l'époque en Irak, pareillement sur des preuves sûres et certaines. Comme Georgi Kuzmanovic, c'est un renvoi d'accusation assez grave, c'est-à-dire que d'un côté, donc, on a un régime en place qui est accusé d'utiliser des armes absolument ignobles contre une population civile, femmes, enfants, personnes âgées, des civils, point. Et de l'autre, on a ce doute qui est distillé comme quoi ça ne serait peut-être pas lui, et que nos gouvernements, ou en tout cas celui des États-Unis, une grande partie du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, n'auraient donc pas de bonnes informations à ce sujet. J'allais y venir. En fait, ce qu'il faut, c'est déterminer qui a mené cette attaque, et il y a un organisme qui s'appelle l'OAIC qui intervient sur le terrain pour le déterminer. Ce qui est impensable, c'est de faire des frappes internationales en dehors du droit international, sans même avoir des preuves. On a suffisamment de cas récents dans l'histoire de notre pauvre planète où on aurait mieux fait d'attendre un tout petit peu avant de déclencher des guerres dont on paye, la région et le monde continuent à payer le prix. Donc il faut attendre et savoir qui sont réellement les coupables. Donc avant de frapper. On ne peut pas croire Emmanuel Macron sur parole quand il dit qu'il a des preuves des agissements de Bachar el-Assad. Eh bien, qu'il les montre. Et puis, de toute façon, s'il y a une intervention, elle doit se faire dans le cadre de la résolution de l'ONU et dans le cadre d'une coalition de l'ONU. Parce que M. Trump et M. Macron ont la prétention de défendre le droit international en s'asseyant dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mandat légal pour intervenir en Syrie. Et c'est bien un problème. On a déjà vu où est-ce que cela conduit quand on l'a fait en Afghanistan, en Irak ou en Libye.
Jean-Éric Brana, en 2013, on avait accusé, Hollande voulait frapper, que c'était les forces loyalistes sirènes qui avaient tiré. Une enquête du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, excusez-moi l'accent, avait démontré que les frappes chimiques partaient des zones rebelles. Alors évidemment, ça avait fait très mauvais genre parce que la France voulait frapper. C'est Obama qui, en dernière minute, avait refusé de se joindre à Hollande. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il avait intérêt, Bachar al-Assad, à tirer sur la Ghouta qui était sur le point de tomber? Écoutez, on est dans des manœuvres militaires. Dans les manœuvres militaires, nous, les pauvres civils, on ne comprend pas toujours tout. Donc les intérêts des uns et des autres peuvent nous échapper. Effectivement, aujourd'hui, il y a une théorie qui dit que Bachar al-Assad a voulu profiter de ce que Donald Trump était sur le départ et pas vraiment enclin à rester pour asseoir son hégémonie un peu plus rapidement. C'est une théorie parmi d'autres. Franchement, moi, je suis pas expert militaire, j'en sais absolument rien. Là, on rentre dans de la haute politique, c'est de la haute voltige carrément. En revanche, ce qui vient d'être dit est assez juste. C'est vrai que concernant l'Irak, on a entendu des théories qui ensuite ont été démenties. Et au nom de cela, il y a quand même eu des interventions, des morts. N'oublions jamais qu'on parle de guerre, on ne parle pas de jeux vidéo, qu'il y a des morts derrière. Mais en même temps, c'est vrai que cette fois-ci encore, on parle de guerre chimique et vous avez utilisé le mot d'horreur. Je vous rejoins là-dessus. C'est quand même pas rien. Mais on est bien d'accord, les armes chimiques, c'est une horreur. Mais oui, ça devrait être interdit. Et puis là, les images sont là, elles sont datées, elles sont prouvées, elles font part d'une réalité de terrain. Donc, c'est compliqué de ne pas avoir une réaction à ce sujet, Jean-Éric Brana. Non, mais la réaction là, je suis en train de vous l'expliquer. Je termine juste sur autre chose sur lequel j'étais d'accord, c'est que il y a un an, le 6 avril, il y avait une attaque sur le même terrain d'opération en Syrie. À ce moment-là, on se souvient que Donald Trump a répliqué. On se souvient aussi que notre président, à ce moment-là, n'était pas très content et expliquait qu'il fallait respecter le droit international, exactement comme vous le disiez. Donc c'est vrai qu'on a un changement d'attitude qui est assez étonnant. Sur lequel on peut s'interroger et remarquer. Alors là, si on retourne encore les opérations, remarquer que Donald Trump a réussi à rompre son isolement d'il y a un an pour créer une coalition internationale cette fois-ci, puisqu'on nous parle d'une attaque qui aurait lieu conjointement avec la France, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Et donc, Donald Trump a su s'entourer en un an et est sorti de cette folie guerrière dont certains lui prêtaient il y a un an. Donc, je pense que la situation est quand même bien complexe sur place, mais on va observer que les opérations militaires sont souvent aussi complexes que ça, mais qu'il y a des choses qui ont bougé. On va au standard de Sud Radio au 0826 300 300. On est en ligne avec Marie qui nous appelle de Mimizan. Bonsoir Marie. Bonsoir Sud Radio. Bonsoir Marie, on vous écoute. Et tous vos invités. Alors, écoutez, apparemment, vos invités sont très prudents. J'ai suivi beaucoup de monde sur ce sujet, des experts militaires, etc. Des reporters comme... Donc, la situation à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai compris, c'est la Russie, l'Iran et la Turquie qui ont la main. C'est-à-dire que la Russie a tout fait, elle a exfiltré beaucoup de rebelles, elle a tout géré. Bon, alors il se peut qu'il y ait ce problème-là. Maintenant, moi, la question que je pose sur Trump, la France, elle s'aligne, on le sait. Donc, sur Trump, c'est redorer... un coup de semonce, simplement, redorer son blason. Car s'il va plus loin, étant donné qu'il n'a pas la main, il embraserait cette situation qui est déjà très complexe. Il y aura le Yémen derrière, avec l'Arabie Saoudite qui est partie prenante, puisque on dit que l'Arabie Saoudite a beaucoup armé les rebelles qui étaient des salafistes, qui étaient opposés à Bachar al-Assad. Donc cette situation pourrait s'enflammer et aller jusqu'au Liban avec l'Iran qui n'accepterait pas cette situation. Est-ce que vraiment
c'est ce que veut Donald Trump, ou bien est-ce que tout simplement il veut se montrer, vous voyez, c'est moi, j'ai les gros bras, j'interviens, redorer son blason, faire pour une question de politique intérieure, tout simplement, il ferait ça. Parce que sinon, Marie, eh bien, effectivement, la guerre s'embrasera. Voilà. Marie, merci beaucoup de votre remarque très pertinente, et ça nous rappelle quelque chose qui s'est passé le 7 avril, pas 2018, mais 2017. Il y a un an, le 7 avril, la nuit du 6 au 7 avril, Trump avait tiré ses 59 derniers Tomahawk d'ancienne génération sur la Syrie à Shayrat. C'était une base aérienne, faisant a priori entre 6 et 9 morts, ce qui est négligeable, soit dit en passant, avec 59 missiles de croisière tirés. Peut-on imaginer ce que dit Marie, Georgi Kuzmanovic, une frappe pour un peu, on va dire, rouler les mécaniques, redorer son blason, comme dirait Marie? Et il avait prévenu les Russes. Avant, absolument. Pour éviter qu'il y ait trop de casse. Oui, pour éviter qu'il y ait des morts russes. Donc, il y a eu des Syriens qui ont été tués. Et du vieux matériel de guerre. Les Tomahawk en vieille génération, c'est ça. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, Marie, je pense, a raison. Il y a un effet de politique intérieure qui a toujours servi les présidents des États-Unis. Montrer qu'on est un dur et qu'on est un tough guy à l'international et qu'on est prêt à envoyer l'armée, bon, ça a toujours fait monter dans les sondages et il a mal pour certaines raisons dans son pays. Mais cette fois-ci, je crois que la situation est beaucoup plus grave et qu'on est face à un risque réel pour la paix. Parce que le problème n'est pas que cette affaire malheureuse de la Douma et de toute cette guerre tragique en Syrie. Il y a une escalade de la tension depuis de nombreuses années, spécifiquement avec la Russie et plus récemment avec l'Iran. Et en fait, dans cette affaire de l'attaque chimique de la Douma, c'est la Russie et l'Iran qui sont visés. J'en veux pour preuve, pour la Russie, que l'année dernière, il y a eu un déploiement de 2600 véhicules blindés américains dans l'Europe de l'Est. Très récemment, les Polonais ont signé un contrat colossal notamment dans les déploiement, baltes. c'est ça, de déploiement de Patriot à niveau de 3,8 milliards de dollars. Les Russes ont répondu en déployant des missiles Iskander à Kaliningrad. C'est-à-dire qu'on est à peu près à la situation du problème des crises des Pershing dans les années 80. Ce qui 83. 83, ce qui est pas Pershing 2 contre SS-20. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est Patriot contre Iskander. La semaine dernière, l'OTAN a ouvert un nouveau centre de commandement afin de permettre de déployer plus facilement les troupes vers l'est de l'Europe. L'Union européenne dit oui, il faut améliorer nos tunnels, nos routes et nos ponts pour déployer des troupes à l'est. Ça se met dans le cadre de l'affaire Skripal, du conflit diplomatique qui s'en est suivi avec leur envoi de diplomates ici et là. Bref, il y a des tensions et certains qui souhaitent couper l'accord nucléaire iranien. On verra ce qui se passera en mai, mais les nombreuses déclarations de Trump et son premier voyage à Riyad nous incitent à considérer que malheureusement on peut se retrouver dans une situation d'escalade du conflit. Une escalade du conflit. On va y revenir dans quelques instants sur Sud Radio. Syrie, nouvelle terre de guerre froide. C'est la question qu'on se pose ce soir dans Prenez la parole. Vous pouvez bien sûr réagir, nous appeler au standard 0826 300 300, mais également par commentaire sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, bien sûr, pour en parler avec nous. On revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et on parle international, comme très souvent le jeudi. Dans Prenez la parole sur Sud Radio, on se pose la question de savoir si la Syrie est une nouvelle terre de guerre froide, en compagnie de Jean-Éric Brana, qui nous a appris il y a quelques instants qu'un nouveau livre allait sortir dans 15 jours. Quand l'Amérique gronde, n'est-ce pas Pierre-Maël? On lui fait la pub. Et c'est aux éditions Priva également. Voilà, oui, le message est passé. Mais vous pouvez lire ou relire, si jamais ça n'a pas été fait, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est également chez Priva. Et on vous le conseille évidemment fortement. Également avec nous, Georgi Kuzmanovic, orateur national de la France Insoumise et spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Jean-Éric Brana, avant de retourner au 0826 300 300, vous avez entendu Marie de Mimizan. Est-ce que Trump pourrait redorer son blason avec une frappe? Je prenais l'exemple de Shayrat. Il y a un tout petit peu plus d'un an, c'était la nuit du 6 au 7 avril. 6 à 9 morts avec 59 Tomahawk, c'est pas très efficace à près d'1,5 million de dollars piastres quand même. Alors, j'aurais envie de dire oui à Marie pour lui faire plaisir. En réalité, c'est plus complexe que ça. Et concernant Donald Trump, il a pas de blason à redorer, puisque cet homme-là s'est inscrit dans une autre logique par rapport à ce qui se fait dans la politique. C'est pas un politicien en réalité, et
je pense que le message de Donald Trump est arrivé jusqu'à Mimizan, qui était que Donald Trump s'occupe de l'Amérique d'abord et simplement... C'est au bord de l'océan Atlantique, Mimizan. Oui, mais je sais très bien où est Mimizan. Hein. Je suis moi-même orthésien, vous savez, c'est juste au-dessus, là. Donc, il n'y a pas de problème. Donald Trump ne s'occupe que de l'Amérique. L'international ne l'intéresse pas. Et ça n'a pas de prise sur son électorat qui ne regarde pas. Alors, vous disiez tout à l'heure que ça fait monter sa cote. Je vais vous dire, il a gagné 0,3 avec cette histoire. Il est à 42,1 aujourd'hui. Il était à 47,8. Tout point est bon à prendre, non, pour Donald Trump? Mais non, mais c'est même pas un point. Je vous parle de 0,3. Enfin, il n'y a rien du tout. On est à la marge. Non, mais même en lançant quoi que ce soit. Vous savez, Donald Trump est stable depuis un an. C'est assez étonnant. Quoi qu'il est arrivé, il est stable. Il reste à 42. Il est parti de 44 et descendu à 42 au bout d'un mois. Il n'a pas bougé depuis un an. On pourrait reprendre toutes les crises qu'il y a eu aux États-Unis ou à l'international depuis. Ça n'est jamais arrivé avec aucun président des États-Unis. On est dans autre chose en réalité. Donc c'est pas ça qui va faire bouger sa cote. En revanche, si vous dites qu'il y a de la politique intérieure, je vais vous répondre oui, mais pas forcément où vous la voyez. C'est-à-dire qu'on va nous parler de l'enquête russe, et c'est vrai que beaucoup d'observateurs se sont jetés dessus en disant tiens, évidemment, il s'agit de faire une diversion par rapport à ça. En réalité, il se passe quelque chose de très important aujourd'hui au Congrès américain, c'est que Mike Pompeo est en train de se faire confirmer comme ministre des Affaires étrangères. Et Mike Pompeo était en grosse difficulté puisque Donald Trump n'a au Sénat qu'une seule voix de majorité. Et il se trouve que dans sa majorité, Rand Paul a déjà dit qu'il votait contre. Donc ça veut dire qu'avec une seule défection de plus, Donald Trump faisait face à la plus grosse défaite politique qu'il aurait eue depuis qu'il est arrivé, avec son ministre des Affaires étrangères qui n'aurait pas été confirmé. Et ça me semble beaucoup plus grave sur la suite de sa présidence, d'autant qu'il y a des élections en novembre. Et effectivement, toute l'agitation qu'il y a aujourd'hui, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur avec l'affaire russe ou d'autres affaires, puisqu'il y en a d'autres, sert Donald Trump qui adore se servir de la théorie du chaos. Figurez-vous qu'il a écrit lui-même dans un livre qui s'appelle L'art du deal, et que tout ça, effectivement, sert Donald Trump dans sa politique. Mais on s'est beaucoup éloigné de la Syrie avec tout cela. On va au 0826 300 300. Non, je vous assure, Jean-Éric Brana, c'est passionnant et ça reste dans le sujet, de toute façon. Oui, parce qu'il y a toujours des considérations politiques intérieures. Complètement. Effectivement, ça a forcément un impact et ça en aura certainement un selon les décisions que prendra Emmanuel Macron. On aura l'occasion d'y revenir sur Sud Radio. Au standard, au 0826 300 300, nous sommes en ligne avec Jean-Noël. Bonsoir. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir messieurs, ravi de vous entendre. Merci d'être avec nous. On écoute votre avis sur ce sujet. Mon avis, c'est que d'abord je prendrai par le biais de monsieur Macron, notre cher président, qui dit qu'il a des preuves. À un moment donné, les preuves, il faut les sortir, les mettre sur la table et réellement voir s'ils sont vraiment ou les Syriens, ou les Russes, ou d'autres personnes qui ont bombardé avec les produits, je connais pas les produits, peu importe. Cette mise en scène avec les vidéos, les caméras de suite... Alors, je vous coupe Jean-Noël, je vous donne la parole. Il y aurait du gaz chloré et des gaz neurotoxiques. Voilà. Alors, on peut citer quelques gaz neurotoxiques. Ceux qui ont fait le service militaire les ont appris. Tabin, sarin, saumon, VXA4, etc. Voilà. J'ai fait le service militaire, mais ça, j'ai pas vu. Mais ceci dit, on a des preuves, on les sort réellement. Où il peut y avoir aussi une hypothèse d'un montage aussi par les rebelles. On s'est déjà fait avoir avec des compagnies, des divisions qui étaient soi-disant pour battre les rebelles. Ils se sont mis avec les djihadistes, avec le matériel, avec troupes et armements contre la coalition, contre les Américains d'ailleurs, je crois. Moi, je pense personnellement, nous, petits Français, petit pays que nous sommes, on a une armée aujourd'hui, on a 15 avions ou 16 avions sur secteur. Il faut voir s'ils marchent tous, déjà s'ils peuvent tous décoller, ça c'est une chose. On a une armée, le général de Villiers l'avait bien dit, on est à l'os. On est petit. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on fait avec la Russie, parce que la Russie, c'est un grand pays quand même, qu'on veuille ou non. Le problème irano et le problème sur l'Iran, avec Israël aussi, il faut faire très attention à ce qu'on va faire. Et on risque d'avoir des retours de bâton qui nous fassent très mal. Parce que moi, où j'en ai assez, c'est de voir nos soldats partir sur des conflits dans le monde et revenir dans des boîtes, malheureusement, et on va aux Invalides leur donner la Légion d'honneur à titre posthume, et on passe sur le pont, je sais plus quel pont c'est, Alexandre III, oui. Alexandre III, je suis pas sûr. Moi, je pense personnellement, il faut faire attention. Aussi, demandons à l'Europe, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne, à tous ces grands pays aussi, de mettre la main à la poche, de mettre leurs hommes, de venir avec nous, si vraiment c'est réel,
qu'il y a eu des bombardements chimiques, parce que beaucoup de pays européens, et le grand pays qui est le Luxembourg reste bien à côté au chaud en ne disant rien, eux, leurs soldats, ils partent pas. Ce sont les nôtres qui partent à chaque fois. Les nôtres, ils partent, et les nôtres, malheureusement, on en a beaucoup, beaucoup trop qui reviennent dans des boîtes en bois, pardon, je sais pas en quoi ils sont, et ça me fait peur. Aujourd'hui, faisons attention. On a eu l'exemple de l'Irak avec le colonel Powell, et ils l'ont dit avec Safiol, c'était du bidon. C'était du bidon. On a eu du bidon aussi avec la Libye. On a déstabilisé tous ces grands pays à coups de monnaie et d'armement. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce qu'on risque de le payer. On le paye déjà, et on va le payer au centuple dans la décennie qui va venir. C'est ça que je voulais dire. Et comme je disais encore, on est un petit pays, faisons attention à ce qu'on va faire. Surtout Macron, parce que lui, il n'a pas fait son service militaire. Il reste bien au chaud, et il faut envoyer nos soldats. Alors, c'est facile. Qu'ils se mettent en première ligne d'abord. Merci beaucoup, Jean-Noël, de votre réaction. On va faire réagir Georgi Kuzmanovic, orateur national. La France Insoumise pour la défense et l'international. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Jean-Noël ? Déjà, comment est-ce que vous qualifieriez la politique de la France dans cette région ? Et deux, avec notre armée qui fait à peine 200 000 personnels aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de mener une guerre là-bas, sachant, et d'ailleurs Jean-Noël l'a dit, on a très peu d'avions capables de voler, sauf aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie, puisque le Charles de Gaulle est en réparation à Toulon. Mais je dirais que Jean-Noël a raison. Mais surtout, avant de déterminer si la France peut y mener une guerre, il faut savoir si elle a un quelconque intérêt, réellement pour les intérêts de la France, pas pour les intérêts des États-Unis, à mener une guerre en Syrie ou où que ce soit. Or, ce n'est absolument pas l'intérêt de la France à mener un conflit ni avec l'Iran, ni avec la Syrie, ni avec la Russie. Et l'actuelle politique française dans la région est parfaitement ridicule. Nous avons perdu tout le statut et l'aura qu'avait la France dans les pays arabes. C'est une politique de vassalisation aux États-Unis et de service des intérêts américains. La France, ce qu'elle devrait, c'est être indépendante, à minima, comme à l'époque du général de Gaulle, et œuvrer pour la paix dans le monde à travers l'ONU et servir de balancier ce qu'elle a été et ce qui a fait sa grandeur à l'époque, plutôt que de suivre de manière absurde le président des États-Unis. Et puis, il faut rappeler une chose qu'a dit en filigrane le général de Villiers quand il a été mouché par le président Macron, c'est que le président Macron n'est pas le réel chef des armées, c'est une illusion. Il y a un article 35 dans la Constitution française sur lequel les députés de la France Insoumise ont posé une question au gouvernement auquel il n'a jamais répondu, qui stipule que la guerre est décrétée non pas par un monsieur au château à l'Élysée, mais par l'Assemblée nationale. Absolument. Et c'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de déclarer la guerre. Et voilà. Et on ne le respecte pas. Donc, ça serait déjà bien qu'on respecte la Constitution française. Jean-Éric Brana, vous avez entendu Jean-Noël. Aujourd'hui, est-ce que la France a encore une politique étrangère, surtout dans cette région ? Et est-ce que notre armée a les moyens d'intervenir, sachant que, je le rappelle, et Jean-Noël le disait en filigrane, le Charles de Gaulle est en réparation à Toulon ? Je vais proposer la question différemment pour qu'elle m'arrange un petit peu mieux. Est-ce qu'on va intervenir, puisque c'est un petit peu la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on doit avoir peur ? Est-ce qu'on va y aller ? Vous parlez de vassalisation, c'est un mot très fort vis-à-vis des États-Unis. Je crois qu'effectivement, la France va y aller. Je crois qu'effectivement, il va y avoir une intervention imminente, comme l'on dit. Tout le monde parie avant le week-end et je suis de ceux qui font ce pari-là. Maintenant, est-ce qu'il y a vassalisation de la France vis-à-vis des États-Unis ? Je serais un peu plus prudent. Vous citiez le général de Gaulle. On va aller jusqu'au bout des citations. Le général de Gaulle expliquait que dans le malheur, la France et les États-Unis se retrouvent toujours. Après, la définition du malheur, elle peut être grande ou petite, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de citations du général de Gaulle. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. On peut quand même reconnaître à Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que l'image de la France est quand même pas abîmée à l'international. Alors, elle l'est pas aux États-Unis, mais si vous parlez de vassalisation, forcément, vous allez me dire c'est la justification. Mais c'est vrai que notre image est bonne aux États-Unis. Et puisque Emmanuel Macron va aller justement se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour une visite d'État importante, puisque c'est la première
du côté américain. C'est le premier président invité. On se rend compte quand même qu'il a réussi cet exploit de remplacer les Anglais dans le cœur des Américains, dans la relation spéciale que les Américains ont avec des pays étrangers. Alors après, c'est vrai que tout ayant deux faces, on peut retourner les choses en disant que ça arrange bien Donald Trump d'avoir tendu la main à Emmanuel Macron pour pouvoir affaiblir d'une part les Anglais et ensuite pouvoir négocier plus facilement avec eux en bilatéral, et de damer le pion à Angela Merkel avec qui il veut rétablir une balance commerciale qui l'embête un petit peu puisqu'elle est déficitaire pour les Américains. L'Allemagne est un géant économique mais un nain politique et militaire. Voilà, donc ça a servi aussi à ça. Mais le résultat, c'est quand même que notre statut a changé vis-à-vis des Américains, puisque aujourd'hui, on peut véritablement parler d'alliés, et c'est ce qui sortira de la visite de la semaine prochaine, je pense. Il y a quand même juste une question. Il y a un ridicule absolu. On a quand même la ministre de la Défense, Madame Parly, qui a déclaré que sur le Yémen, puisque l'intervention qui serait faite, et qui risque, je suis d'accord avec vous, qui risque d'être faite en Syrie, se fait au nom de la morale et des droits de l'homme. Or, il y a une chose qui est certaine, il n'y a pas besoin de faire de commission d'enquête, c'est nos armes produites en France sont utilisées par notre allié, l'Arabie Saoudite, qui finance le terrorisme international, qui est le cœur mondial du wahhabisme et du salafisme, pour faire une guerre abominable, qui est la pire dénoncée par l'ONU, au Yémen. Or, c'est nous. Alors, on ne peut pas utiliser... Madame Parly s'est ridiculisée en disant que non, on avait vendu des armes à l'Arabie Saoudite, mais pas pour qu'elles soient utilisées. Pas pour s'en servir. Bon, ce qui est très amusant, c'est de la flûte traversière de haut vol. Vendre des armes pour pas s'en servir, c'est très fort. Un mot là-dessus. Permettez-moi juste, je ne veux pas vous couper, pardon, mais juste un mot là-dessus, parce que c'est quand même bien aussi de dire quand on est content de quelque chose. Soyons orgueilleux d'être français. Vous parliez de droits de l'homme. On est la dernière voix dans le monde à parler de droits de l'homme, puisque les Anglais et les Américains se sont quand même se sont remis en repli extraordinaire vis-à-vis de ça. Et c'est vrai qu'on parlait de Donald Trump. Une critique fondamentale qu'on va adresser à Donald Trump, c'est de ne plus porter la parole des droits de l'homme dans le monde, comme les Américains l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc il faut quand même s'enorgueillir de cette chose-là de la part de la France. Vous êtes bien sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants et on retournera au 0826 300 300. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Comme tous les jeudis, dans Prenez la parole, on parle international et on se pose la question ce soir de savoir si la Syrie est une nouvelle terre de guerre froide. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. René, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à Monsieur Brana et aux autres invités. Bonsoir. Écoutez, dans la grande complexité que vous avez su nous expliquer, messieurs, je voudrais ajouter un volet que vous connaissez bien tous. C'est le volet économique. Par rapport à la configuration sur le terrain aujourd'hui en Syrie, tel que ça nous est décrit, on s'aperçoit que Poutine et Assad tiennent vraiment le terrain, et dans ce contexte, on est plus dans une bagarre diplomatique pour la reconstruction de la Syrie et de l'Irak. Autrement dit, c'est le volet économique qui compte. Et je pense que comme avec la Corée du Nord, Trump ne bougera pas. Il y a des négociations en cours, c'est ce que j'espère, et c'est ce que je voulais dire ce soir sur Sud Radio. Merci beaucoup René de votre commentaire. Georges Kuzmanovic, orateur national de la France Insoumise pour la défense et l'international. Vous avez entendu René de Toulouse, est-ce qu'il y a des arrière-pensées économiques pour reconstruire derrière ? On se souvient que quand l'Irak a été bombardé, le vice-président des États-Unis s'appelait Dick Cheney. Il était au conseil d'administration d'Haliburton, une grosse boîte de BTP américaine qui avait 90% des chantiers de reconstruction de l'Irak. Il n'y avait pas du tout de conflit d'intérêts, soit dit en passant. Je suis totalement en accord avec René, et de manière, j'allais dire, même encore plus complexe, même si on peut rappeler que maintenant que les Russes ont la main mise en Syrie, c'est Gazprom, donc le géant gazier russe, qui contrôle les futures extractions au large de la Taquier. Avant, c'était Total, donc c'est encore un coup de génie de l'ancien président François Hollande, dont Macron était ministre de l'économie à ce moment-là. Par contre, il y a un vrai volet économique, et c'est en fait ça qui est au fond du conflit et de ce qui se passe en Syrie, et comme je l'ai dit ailleurs, avec l'Iran et en Europe face à la Russie. C'est que tout cela a commencé lorsque les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont constitué un fonds de devises pour échanger entre eux des matières premières et des produits manufacturés, non pas libellés en dollars, mais dans leur devise à eux. Qu'ils ont décidé de quitter la Banque mondiale
et le FMI est de créer leur propre banque d'investissement qui couvre maintenant 47 pays, de lancer des systèmes à la place de SWIFT et ainsi de suite. Bref, il s'attaque. SWIFT, c'est les paiements internationaux. C'est les paiements, c'est ce qu'on fait tous. Maintenant, il y en a deux. Il y a un système chinois, ça s'appelle CHIPS ou un truc comme ça. Et c'est là le cœur du problème des États-Unis, parce que leur hégémonie sur le dollar est attaquée. Et on le voit bien, ils se lancent dans des opérations militaires très mal contrôlées. Ça fait depuis 2003, ils perdent leur guerre, ils s'enlisent, ils créent de nouveaux foyers même de guerre. Même depuis 2001 avec l'Afghanistan. Effectivement, vous avez raison, depuis 2001 en Afghanistan. Bref, ils essayent de rattraper ce qu'ils sont en train de perdre au niveau économique, et ils s'attaquent de manière plus indirecte à la Chine et de manière très très claire et directe à la Russie. Jean-Éric Brana, qu'est-ce que vous voulez répondre à René ? Il y a des arrière-pensées économiques derrière ? Écoutez, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'aurais dit à peu près la même chose, à peu près avec les mêmes mots. J'ai envie de dire à René, je traitais moi tout ça dans mon livre Trumpland, puis vous avez eu la gentillesse d'en parler tout à l'heure, et je racontais notamment une anecdote avec Rex Tillerson, dont le ministre des Affaires étrangères, qui était au conseil d'administration d'ExxonMobil, je crois. Qui était le PDG, oui. PDG, membre du CA, oui. Et qui, à l'époque de la guerre en Irak, allait négocier le sous-sol kurde, alors qu'à cette époque-là, le gouvernement américain avait expliqué qu'il fallait faire un Irak unique et qu'il fallait surtout pas que les entreprises aillent négocier toutes seules. Bon, les entreprises américaines s'en moquaient un petit peu. Effectivement, les intérêts économiques l'emportent. René l'a bien décrit, ça vient d'être dit par Georgie à l'instant, et je m'inscris dans ce qui vient d'être dit. Oui. On a une remarque sur Twitter de David qui nous dit « Macron n'a pas bougé contre Erdogan et ses alliés islamistes. On pense au bombardement des Kurdes. » Question de David, pourquoi ? Votre réponse, Georgi Kuzmanovic. Mais parce que c'est un allié de l'OTAN. Et que la Turquie est membre de l'OTAN ? Eh ben oui, il est membre de l'OTAN. C'est le pilier sud de l'OTAN. C'est le pilier sud. C'est la deuxième armée, numériquement, même si c'est pas vraiment la deuxième armée. De l'OTAN, c'est 720 000 hommes. Oui, mais ils n'ont pas l'armement nucléaire, ils n'ont pas de porte-avions. Enfin bon, bref. Donc la France est un petit peu devant, en fait, dans la réalité des choses. Ils n'ont pas de capacité de projection comme les nôtres. Mais parce que c'est un allié, entre guillemets, dans l'OTAN. Et puis, l'Europe a passé un accord tragique de blocage des réfugiés, contre-paiement de plus de 3 milliards de dollars à Erdogan, en fermant les yeux sur toutes les exactions qu'il fait dans son propre pays, ne parlons pas dans le nord de la Syrie. Donc oui, on ne réagira pas. Et de la manière, encore une fois, on n'en a pas vraiment parlé, on ne réagit pas sur le Yémen. On y vient juste après. D'accord. Je prends les réactions en même temps. Jean-Éric Brana, pourquoi pas de réaction alors que les Kurdes étaient nos alliés ? Alors, si vous permettez, je vais sauter cette question. Là, je suis universitaire, je vais rester à ma place, et on est quand même dans la politique avec ce que je viens d'entendre. Donc, je vais vous laisser mais pas de souci, passer à côté. Vous avez une neutralité helvétique. Vous avez vu ça, hein, Éric Brana. Alors, américano-helvétique, puisque c'est ma spécialité, les États-Unis. Georgi Kuzmanovic, j'en avais parlé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a deux blocs, les Occidentaux, l'Arabie Saoudite, la Turquie d'un côté, la Russie, la Syrie, l'Iran de l'autre? Est-ce que c'est pas le remake de la guerre au Yémen et quelque part une guerre islam sunnite contre islam chiite, c'est-à-dire Arabie Saoudite contre Iran? Mais l'explication religieuse, elle est bien pratique, elle est surtout utilisée, elle sert à comprendre parce que les belligérants l'utilisent pour justifier leurs opérations, parfois leurs exactions, et pour mobiliser leurs troupes de base. Mais dans la réalité, c'est un affrontement politique et géopolitique. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est quand même alliée avec Israël. Bon, pour les tenants du salafisme et du wahhabisme, contre l'Iran. Ils sont alliés avec les États-Unis contre l'Iran. Donc là, on voit bien que ce qu'on appelle l'axe Washington-Tel Aviv-Riyad. Voilà, on voit bien que là, l'explication religieuse capote assez sévèrement. Non, le Yémen, comme la Syrie, sont les foyers chauds d'un affrontement géopolitique entre des superpuissances dans le cadre de guerres de proxy avec leurs alliés locaux. Les États-Unis avec l'Arabie Saoudite, Israël et la Turquie de facto, et les Russes avec la Syrie et l'Iran, et un peu la Turquie, parce que plus personne, je crois, ne contrôle en fait les Turcs qui font un peu ce qu'ils veulent. Jean-Éric Brana, là vous êtes moins helvète. Je suis moins helvète parce qu'effectivement, on se rend compte, on revient à Trump en particulier, puisque c'est lui qui a redéfini un petit peu
toute cette géopolitique. Son premier voyage a été pour Riyad, vous vous en souvenez, fin du mois de mai l'année dernière. Il avait signé 380 milliards de dollars oui, de contrats en un week-end. Vous voyez, on revient à l'économie. C'est un week-end productif au niveau il avait chiffre d'affaires. surtout dessiné une ligne entre les sunnites et les chiites en faisant une ligne de Rabat à Riyad dont on s'en souvient, qui avait l'avantage de simplifier la carte géopolitique de façon assez extraordinaire. Et il a fait aussi le premier voyage direct en avion entre Riyad et Israël, en expliquant que désormais c'était le nouvel axe et qu'il leur a dit à tous les deux, vous êtes des amis maintenant, surtout allez combattre ensemble le méchant iranien qui est en face et qui est dans l'axe du mal. Donc une fois qu'on a redéfini le monde comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus clair comme carte. Il ne reste plus qu'à prendre des feutres en couleur et à mettre des couleurs dessus et c'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très simpliste. La géopolitique est un peu plus complexe sur le terrain, effectivement. Mais ça a l'avantage de la clarté pour un Américain, donc on comprenait mieux le monde. Georgi Kuzmanovic, quand on voit les 2 tweets qu'il y a eu l'autre jour, hier, de Donald Trump, au bout de 50 minutes, il a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin, je le cite. Notre relation avec la Russie est pire maintenant qu'elle ne l'a jamais été, y compris pendant les guerres froides. Il n'y a pas de raison à cela. La Russie a besoin que nous l'aidions pour son économie, ce qui serait très facile à faire. Et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêter la course aux armements, point d'interrogation. Comment est-ce que vous expliquez ce revirement en 50 minutes ? Jean-Éric Brana veut réagir en premier, vous le prendrez pas mal. Ça vous embête pas, il y a encore un tweet 50 minutes après. Oui, alors je me suis arrêté à 2 parce que on va aller jusqu'au bout, puisque le suivant, il nous dit quand même, mais vous savez, si on s'entend pas avec les Russes, alors je vous le fais de mémoire et juste dans l'esprit, bien entendu, ce sont pas les mots verbatim, mais si on s'entend si mal avec les Russes, c'est la faute des démocrates qui ont lancé une enquête qui est une chasse aux sorcières et en réalité qui nous brouille avec les gentils Russes avec qui on devrait s'entendre. Donc vous voyez, on était passé de je déclare la guerre par tweet à effectivement on est dans la guerre froide et finalement le 3e tweet, donc c'est la faute aux démocrates. C'est la faute aux démocrates et on le revenait dans la Vladimir politique intérieure. Mais en réalité, on est dans Vladimir I Love You puisque c'est quand même la déclaration qu'il nous fait depuis la campagne en expliquant qu'il peut tendre la main aux Russes et que ça posera pas de problème. On revient à l'explication précédente qui est Donald Trump n'est pas interventionniste et il ne cherche pas à faire la guerre, il cherche à faire du commerce. Donc il tend la main à Vladimir Poutine. Mais cette main-là, elle est reprise, puisque Vladimir Poutine, de son côté, a calmé le jeu. Si l'ambassadeur au Liban de la Russie a été très violent dans ses premières déclarations, si la porte-parole de la diplomatie russe a également été très violente dans ses déclarations, Vladimir Poutine, en revanche, a dit restons calmes, on verra bien ce qui va se passer, on verra bien comment on réagira. Georgi Kuzmanovic. Je crois qu'il arrête trop pédaler aussi parce qu'il a un conseil de défense également qui lui a rappelé que la Russie avait 14 000 têtes nucléaires et qu'on ne la traite pas comme... 14 000 ? Oui, à peu près. Je crois que c'était 7 000. Peut-être qu'ils ont réduit, mais 7 000, oui. Je pense que ça détruit la planète une bonne centaine de fois. Oui, donc y a pas de il vaut problème. mieux prendre ça avec un petit peu plus de légèreté. Quant à son conseil pour les Russes, la dernière fois que les Américains ont aidé l'économie russe, c'était avec Sachs, ça s'est totalement effondré au point où la Russie en tant qu'État a failli fondre, c'était dans les années 90. Non, je souhaiterais revenir sur l'intervention, parce qu'un risque de se faire, c'est quelle intervention veut M. Macron, en dehors des preuves qu'il devrait montrer. Qu'est-ce qu'il va envoyer ? Il va faire un bombardement qui ne sert à rien, contre qui vont tomber à nouveau sur des civils. Est-ce qu'il va envoyer la troupe ? Mais pour quel but politique ? Or, nos soldats sont enlisés au Mali parce qu'il n'y a pas de solution politique qui était pensée à l'avance. Vrai sujet dont on reparlera sur Sud Radio dans le Grand Soir ou dans d'autres émissions, désormais de 20h à 21h. Merci beaucoup Jean-Éric Brana et Georgi Kuzmanovic. Le Loft Music avec Yvan Cujous qui reçoit les hurlements de Léo. Le Grand Soir Sud Radio.